Bonjour et bienvenue sur UTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur internet et particulièrement sur YouTube. Et aujourd'hui, avec Léo, on répond à une question une de vos questions qui porte sur l'erreur et comment gérer cette erreur en vulgarisation et notamment donc sur YouTube. Donc, avant toute chose, la première chose, ça va être de définir qu'est-ce que l'erreur. Léo, est-ce que tu veux commencer ? Ouais, vas-y. Vas-y. Alors, comme je le vois, quand tu fais une vidéo sur YouTube, tu peux te planter à pas mal d'endroits, que ce soit des couilles au niveau technique ou au niveau vidéo ou au niveau de l'écriture. Tu mets une mauvaise image pour illustrer un truc que tu racontes. Tu dis une bêtise, tout simplement. Tu fais quelque chose de mal, j'en sais rien, peut-être il y a un glitch vidéo, ce genre de truc. Bon, après, je sais pas si ça a vraiment d'intérêt qu'on discute des erreurs d'audio, de technique, de trucs comme ça, des erreurs d'encodage, je pense pas. Tu vois. C'est vraiment des aspects techniques sur lesquels il y a 1 milliard de tutoriels sur YouTube. Peut-être on peut se concentrer sur les erreurs de texte. Ouais, je suis d'accord avec ça. Basiquement. Parce qu'on en a fait, hein. On n'est pas immune à ça. Est-ce que j'en ai fait ? Ouais, j'en ai fait. Ouais, moi je peux en citer pas mal. Donc l'erreur, on va se cantonner au fait que c'est quelque chose qui est a priori dans ce qu'on raconte et qui va créer une conception erronée dans la tête des gens, à peu près. Donc ça inclut aussi les formulations qui sont pas forcément vraiment fausses, mais qui sont mal interprétées. Donc ça peut être aussi des problèmes de structure de phrase qui font qu'on comprend quelque chose que la personne ne voulait pas dire. Ouais. Ok. C'est ça notre définition de l'erreur. C'est bon. Donc maintenant, quelle est l'importance de ne pas faire d'erreur ? Ouais, on a structuré le podcast, on a des points. Donc le point numéro 2, c'est quelle est l'importance de ne pas faire d'erreur ? Et finalement, ça revient à poser la question de est-ce que nous, en tant que youtubeurs / vidéastes, on a une certaine responsabilité vis-à-vis du public de ne pas faire d'erreur ? Alors moi, je suis d'avis qu'on a une énorme responsabilité, qu'à partir du moment où on a un public qui nous écoute, on lui doit, de façon éthique et morale et tout ce qu'on veut, de pas lui raconter de conneries, sciemment surtout, et puis de faire au mieux pour avoir quelque chose le plus vrai possible, quoi. Yes. Moi j'ai une vision un peu utilitariste, c'est que tu prends l'impact négatif de ton erreur, l'impact individuel, et tu le multiplies par le nombre de gens dans la tête de qui elle est rentrée, tu vois. Et je fais ce genre de calcul et je me dis, par exemple, si je dis une bêtise pas très grave, mais qu'elle est répétée dans 1 million de cerveaux, ça devient un peu important. Et si c'est une bêtise très grave et qu'elle est répétée dans 1 million de cerveaux, c'est vraiment plus important. Donc c'est évident, mais je pense que ton erreur augmente avec ton audience, et du coup c'est un truc auquel je suis de plus en plus attentif. Et là, c'est important de ne pas en faire. Alors après, comment dire, je pense que la façon dont tu réagis à cette erreur est plus importante que faire ou ne pas faire d'erreur à la base, tu vois. Surtout nous en vulgarisation. C'est mon point de vue perso, mais en gros, pour moi, si tu fais une erreur honnête, ah merde, ça m'a échappé, désolé, et que tu la répares derrière, et que tu montres comment tu la répares, etc., et ben, à mon avis, tu peux faire quelque chose de encore mieux que si tu n'avais pas fait d'erreur à la base. Parce que tu montres comment tu repères une erreur et comment tu la répares, et quel est ton processus, en fait, de validation par les pairs, éventuellement, si tu en as un, quel est ton processus de remise en question, et comment est-ce que voilà, où a été l'erreur, et quel aurait pu être son impact. Typiquement, je crois que c'est Nozman qui avait fait une vidéo où il disait des bêtises dans... Je sais plus, c'était sur la planète Terre, je crois, un truc comme ça, et il s'est fait fact-checker, donc il y a des gens qui lui ont dit, il y a cette erreur-là, cette erreur-là, cette erreur-là, cette erreur-là, et il a complètement pris en compte le truc. Alors je crois qu'il a même viré la vidéo, alors je sais plus si c'était sur la planète Terre ou sur autre chose, mais bref, ce qu'il a fait, c'est qu'il a viré la vidéo, il s'est excusé sur les réseaux sociaux, enfin, qui s'excuse pas d'ailleurs, ça n'a aucune importance, hein, mais il a plus expliqué pourquoi est-ce qu'il mettait la vidéo hors ligne, et que
et qu'il y avait des erreurs dedans, et qu'il allait en faire une nouvelle version, et il a fait la nouvelle version en expliquant qu'il avait fait des erreurs dans la première, désolé, machin. Et ça, je trouve ça, genre, c'est genre parfait, en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Là, on est aussi dans la question de l'erreur, elle est moins grave si l'intention était bonne, quoi. Et si l'intention de corriger est là, quoi. Parce que, je veux dire, il y a faire une erreur par négligence, juste une négligence totale, et puis une attitude un petit peu je m'en foutiste, où ça, c'est une erreur un petit peu moins excusable qu'une erreur où t'as fait tes recherches, puis il y a un truc, bah tu l'as pas vu, quoi. Ouais, carrément. Oui, mais après... Donc l'intention de la personne qui vulgarise a un impact sur l'importance de l'erreur aussi, mais au final, il y a quand même quelque chose de faux qui a été mis dans la tête des gens. Ouais, donc ça reste important. Moi, je peux pas connaître l'intention des gens, c'est super dur. Enfin, il y a des chaînes, tu les connais, les intentions. Tu finis par te rendre compte qu'il y a un programme derrière, tu vois. Et que ça... Ouais, bon, bref, je vais pas commencer à puter sur... parce que là, on n'est pas fini. Mais dans tous les épisodes de YouTalks, tu putes un petit peu. Hein. Ça se voit que j'ai une opinion forte sur certaines chaînes YouTube, quand même. Je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas connaître l'intention des gens. On va partir sur ce principe-là. Et du coup, tout ce que je peux connaître, c'est leur façon de réagir à leurs erreurs. Tu vois, est-ce qu'ils les prennent en compte ? Parce que, tu vois, il y a des gens... Enfin, Internet est comme ça. Internet adore pointer l'erreur du doigt. C'est ça. Les gens sont comme ça. Ils ont que ça à foutre. Et c'est très bien, hein, quelque part. C'est plutôt vertueux comme truc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand on t'a pointé l'erreur ? Et je pense qu'un bon vulgarisateur, il doit déjà évaluer ce que disent les gens. Est-ce que c'est vrai ou non ? Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur ou pas ? Et après, le prendre en compte et le réparer. À titre perso, moi, par exemple, j'ai fait des erreurs. J'ai fait plutôt des petites erreurs de détails. Enfin, je crois pas m'être jamais planté sur vraiment le fond d'un épisode. Tu vois, ça m'étonnerait d'avoir fait ce type d'erreur. En tout cas, on me l'a pas relevé. Mais par exemple, tu vois, je sais que j'ai utilisé Dérive des continents dans un épisode à la place de Tectonique des plaques. Et en fait, Dérive des continents, c'est l'ancien modèle, c'est la théorie qui a été utilisée dans les années 50, et maintenant on utilise la théorie de la tectonique des plaques. J'ai mélangé les deux, tu vois. C'est quand même... C'est pas si anodin que ça, parce que finalement, c'est comme si tu parlais de, je sais pas, une vieille théorie qui a plus court, tu vois, et que tu utilisais ce mot-là pour désigner le truc actuel. Et... Donc c'est quand même relativement important. Et j'avais aucun moyen de le corriger, parce que YouTube ne t'offre aucun moyen de corriger. J'allais clairement pas tuer la vidéo et la remettre en ligne pour un truc que je considère être un détail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comme top commentaire, ça c'est une erreur. Voilà, désolé. Ou tu vois, si t'as une faute d'orthographe, ça arrive quand tu copies-colles. Genre j'ai voulu faire le malin dans une vidéo et j'ai voulu écrire le nom de Saddam Hussein en arabe. J'ai fait un gros copier-coller de Wikipédia, et le copier-coller a foiré. Et les gens qui lisent l'arabe, ils ont fait, mais genre c'est n'importe quoi ce qui est écrit là, tu vois. J'arrive pas à mettre la vidéo hors ligne pour ça, tu vois. Ah ouais. Donc il suffit de le noter quelque part, tu mets dans la description ou en top commentaire, ou à l'époque on pouvait faire des annotations texte, c'était une sorte de vieille rustine de merde parce qu'on pouvait pas faire mieux, mais bon, ça permettait de dire, ah désolé, là j'ai fait une petite coquille, désolé. Voilà, faut juste, en fait, à mon avis, il faut juste au moins dire je l'ai vu, je suis désolé, j'essaie de réparer comme je peux. Ne serait-ce que ça. C'est ça. Moi, j'ai eu des erreurs aussi. Ma dernière vidéo, au moment où on parle, c'est sur la fusée de Falcon 9. Ouais. Qui est allé avec la voiture, mon Dieu, j'ai du mal à parler, avec la voiture qui est allée dans l'espace, et j'ai dit que c'était la deuxième fusée la plus puissante de l'histoire, et en fait c'est la 4e fusée la plus puissante de l'histoire. Ah ouais. Puis c'est ma vidéo qui a marché le mieux ever de ma chaîne. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu vois que ça fonctionne enfin il y a une vidéo qui fonctionne, puis t'as une erreur dedans? Et là, il y a un truc que tu dois faire, et moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de créer une fiche, et de mettre, au moment où je dis, c'est la 2e fusée la plus puissante de l'histoire, et de mettre Eratum, : c'est la 4e. Ouais, c'est bien, ça fonctionne, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de le faire. Il y a eu une vidéo au tout début de ma chaîne, vraiment il y a très longtemps, où j'ai carrément enlevé la vidéo, parce que c'était une erreur physique de ma part totale. C'était sur la façon dont les ailes d'avion fonctionnent.
je me souviens plus exactement ce que j'avais dit, mais je sais que c'était faux, donc je l'ai carrément enlevé. Mais à cette époque-là aussi, il y avait zéro impact sur le fait que cette vidéo existe ou non, donc c'est facile d'enlever une vidéo qui n'a eu aucun impact. Ouais, carrément. Donc c'est aussi qu'on fait toujours ce ratio-là entre est-ce que l'erreur est grave et surtout est-ce que la vidéo a un impact. Parce que si la vidéo a pas d'impact, moi je la take down, puis aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais si la vidéo est vue et qu'elle est appréciée par ailleurs, est-ce que tu l'enlèves parce que t'as dit la 2e au lieu de la 4e? Non. Non, on s'en fout. Pour moi, c'est pas... Enfin, tu vois, de toute façon, comme on disait dans un autre podcast, si ton message... Enfin, la vulgarisation, c'est pas sur les détails que ça se joue. C'est important que tes détails soient justes, il n'y a rien à dire là-dessus, mais si ton détail est faux dans la vidéo pour une raison ou pour une autre, tant que le message lui-même est compris, le gros truc, il est... tant que les gens le gardent en cœur et que ce truc-là est juste, c'est bon, tu vois. C'est sûr qu'il faut essayer de le corriger, il n'y a rien à dire, mais faut pas non plus devenir des nazis. Il faut que tout soit absolument juste. Parce qu'en plus, tu sais, il y a un autre truc, ça va sonner un peu genre le relativiste, mais en général, on parle de sujets qui sont un peu aux franges de la science, et peut-être que ce qu'on raconte là, sera faux dans 5 ans, tu vois. Et c'est pas très grave. En fait, tout ça pour dire que, à mon avis, l'important chez un vulgarisateur, c'est sa gestion de ça. Il faut vraiment déjà d'une dire aux gens, ok, on est sur des sables mouvants, ça va bouger. Sachez-le, juste ça. Gardez juste en tête le point général. N'essayez pas de retenir les détails parce que de toute façon, ils vont sans doute changer. Et ensuite, si un jour on se rend compte que les détails sont faux, soit parce que lui il a fait une erreur, soit parce que le contexte général a changé, et bien là, être prêt à apporter la correction en disant voilà, ça a changé. Mais là c'est qu'on parle d'une erreur qui n'est pas une erreur au moment de la publication et qui en devient une. Mais moi je pense que les erreurs les plus problématiques, parce que celle-là je pense pas que ce soit vraiment un problème, les plus problématiques c'est vraiment quand il y a eu un défaut de la part du vulgarisateur qui soit n'a pas fait assez de recherches, soit s'est fait avoir dans ses recherches parce que toutes les sources qu'on utilise ne sont pas forcément toutes aussi fiables les unes que les autres. Et donc c'est là qu'il y a une problématique, et le tout c'est moi je vois que au fur et à mesure que mon audience augmente, mon stress augmente aussi de est-ce que je vais pas dire d'erreur. Ce qui est un peu aberrant d'ailleurs, ça devrait pas dépendre de la quantité d'audience qu'on a de ne pas faire d'erreur, mais tout d'un coup on se rend compte que ce qu'on dit a un impact. Et quand ça a un impact, on n'a pas tant le droit à l'erreur. En tout cas moi je me donne pas trop le droit à l'erreur, je me le donne pas, mais il faut que je le prenne parce que je fais des vidéos, je fais des erreurs aussi quoi. Donc ou des imprécisions, et puis après t'as aussi la différence entre erreur et imprécision, où ça va être c'est difficile à chaque fois de mettre le seuil de ok, est-ce que ça c'est vraiment une erreur ou c'est juste une imprécision. Il y a une certaine nuance à aller chercher là aussi. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que en fait beaucoup de gens qui font de la vulgarisation, ils viennent du milieu académique, comme toi, comme moi, et comme beaucoup de vulgarisateurs en France. Et il y a un truc avec les gens du milieu académique, c'est qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, où ils estiment que, en fait, ils sont pas au niveau où les gens pensent qu'ils le sont, et ils ont toujours peur qu'un jour, les gens se rendent compte que c'est des fraudes, et donc ils ont toujours la trouille de l'erreur, quoi, l'espèce de ah mon Dieu, on va se rendre compte que en fait, j'ai fait une erreur massive. Et il y a vraiment un fantasme négatif de ça, c'est que, en fait, tout ce que j'ai fait, ça vaut rien, tu vois, alors que tu as très bien travaillé ton sujet, etc. Et ça, je pense que c'est con parce que c'est les gens qui sont le plus à même de faire de la bonne vulgarisation, puisqu'ils savent des trucs. Mais en même temps, la vulgarisation, ça implique aussi de nager dans des eaux troubles, tu vois, ou de dire, tu vois, il faut que tu fasses des simplifications, tu peux pas être correct au sens académique du terme, tu peux pas être 100% exact sur les termes, t'es obligé de faire des métaphores foireuses, t'es obligé de faire ce genre de trucs, des fois t'es obligé de dire, de faire des raccourcis, je pense sincèrement que la vulgarisation, comme on disait, il y a une part de storytelling qui fait que c'est un peu blurry, quoi, t'es un peu flou, des fois c'est comme ça, c'est l'exercice qui le demande.
Et des fois, si t'es trop à cheval sur les faits, trop à cheval sur les détails, etc., ben en fait, tu fais de la merde. Genre, en termes de vulgarisation, tu perds tout le monde, tu n'attires pas les gens dans une bonne histoire, et les gens retiennent rien. Et du coup, t'as foiré le truc en voulant être trop juste. Et c'est con, mais c'est comme ça, et je pense que la vulgarisation, justement, c'est cette espèce de ligne fine, comme ça. Donc, t'es obligé d'incorporer une certaine part d'erreur, entre guillemets, mais c'est pas... Enfin, c'est une part on va dire, de non-justesse, tu vois, je sais pas comment on va appeler ça, d'imprécision. Et je pense que c'est un truc qu'il faut accepter aussi, et qui est très dur à accepter pour les gens du milieu académique, justement à cause du syndrome de l'imposteur, etc., etc. Donc, ouais, ben, il faut accepter cette part d'erreur. Et comme je disais, en fait, pour moi, vraiment, maintenant, ma philosophie, c'est de dire, ces erreurs vont arriver. Dans tous les cas, il y aura des mots, ta langue va fourcher, tu vas écrire le mauvais nom, tu vas utiliser l'image d'un autre type pour parler d'un type. Ça arrive, c'est des trucs... Et en particulier, quand tu es indépendant et que tu fais tout seul, c'est ce genre de couilles arrive. Une fois, j'ai utilisé une image d'un animal pour illustrer un autre, tu vois. Voilà. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. Et les erreurs, les imprécisions, tout ça, moi, je mets tout dans le même sac. Et tout ce qui importe, c'est vraiment la façon dont tu réagis à ça, quoi. Comment tu t'en sors de ça. Est-ce que tu arrives à en tirer une leçon pour les gens ? Genre, voilà, comment on fait des erreurs et comment on les rattrape ? Ou est-ce que, en fait, tu les mets sous le tapis et tu fais comme si ça n'existait pas ? Ça, c'est la question. Puis il y a aussi les erreurs que toi, tu considères pas comme étant une erreur, que d'autres considèrent comme une erreur. Ouais. Il y a un truc qui m'est arrivé dans une vidéo, et c'est un truc... et les gens ont raison, mais ça continue de m'énerver. C'est la vidéo sur les jeux vidéo. Et je commence la vidéo en disant « les graphiques des jeux vidéo ». Et c'est les graphismes des jeux vidéo en bon français. Mais en habitant au Québec, où il y a énormément d'anglicismes, même si les Québécois sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, et je vais me faire engueuler, mais soit, il y a quand même beaucoup d'anglicismes, du moins l'anglais est très ancré dans la langue, et donc dire les graphiques des vidéos, ou le graphisme des jeux vidéo, je veux dire, si j'ai ça dans une conversation n'importe où au Québec, je vais pas me faire reprendre. Ouais. Et je vais me faire reprendre qu'en France, où on sait que le mot français, c'est graphisme. Au Québec aussi, on sait que c'est graphisme, mais on va pas être choqué parce qu'en anglais, c'est graphics, et puis ça va marcher. Donc, tous les gens ont raison, et c'est le deuxième mot de ma vidéo, c'est les graphiques des jeux vidéo. Et j'ai l'essentiel de mes commentaires qui me disent à quel point je suis incompétente parce que je sais même pas que c'est graphisme. Ouais. Et tu vois, et je l'ai bossé mon sujet, mais j'ai perdu tout mon public au deuxième mot de la vidéo parce que j'ai dit graphique au lieu de graphisme. Ouais. Et donc ça, c'est une erreur de ma part, mais que c'est pas tant une erreur. Oui, on s'en fout. Donc j'ai mis un erratum, je suis désolée, j'ai mis graphique, c'était graphisme. Voilà. Non, mais c'est clair, en plus ça n'a aucune importance sur le contenu lui-même, mais oui, alors c'est clair, il y a une perception. Alors, putain, ça c'est super intéressant en fait, en vrai. Donc t'as l'erreur objective, on va dire. Tu dis une date qui est pas la bonne, une personne qui est la mauvaise, tu te trompes complètement sur un concept. Puis après, il y a des trucs où il y a des curseurs. Il y a vraiment des curseurs. Il y a des gens qui vont être hyper pointilleux sur un sujet. Il y a des gens qui vont dire, t'as dévoyé. Genre, il y a des chercheurs comme ça qui sont un peu pète sec, quoi, tu vois, qui veulent pas. Qui considèrent que vulgariser, c'est vulgaire, que en sortant. Ce qui est vrai. Bah, au sens latin. C'est l'étymologie du mot. D'accord, au sens latin du mot vulgaire, ouais. Julbus, tout ça, le peuple. Mais alors, oui, en fait, c'est juste en le rendant simple, tu l'appauvris. Et c'est un truc avec lequel déjà je suis profondément en désaccord, sinon je ferais pas ce boulot. Et en fait, ces gens-là, du coup, vont te reprendre à la moindre tournure, enfin. Donc oui, il y a des seuils, il y a des publics différents, il y a des gens qui vont attendre une sorte d'exhaustivité, et des gens qui vont pas l'attendre, il y a des gens qui vont te reprendre si t'as confondu Final Fantasy VII avec le Final Fantasy VIII, pour eux ce sera incroyablement faux, alors que si tu te plantes sur est-ce que c'est les équilibres ponctués ou si c'est ou une autre théorie, la théorie de la Reine Rouge, j'en sais rien, tu vois, ils s'en foutent, ils verront moins la différence, tu vois. Et je pense qu'il y a ça aussi, la perception de l'erreur, elle dépend vachement du public. Bon, c'est à chacun de trouver ce qu'il peut. Mais encore une fois, pour moi, l'important, c'est comment est-ce que tu réagis, quoi.
Ça, donc, on est d'accord sur le fait que l'erreur, on essaie de l'éviter au maximum. Ouais. Mais toutes les erreurs ne sont pas à traiter de la même façon, à considérer de la même façon, et on va pas avoir la même réaction vis-à-vis de certains types d'erreurs. Et puis maintenant, on peut parler de comment est-ce que on peut éviter l'erreur. Alors, moi, mes erreurs les plus dures à détecter, personnellement, ce sont les certitudes qu'on a construites depuis l'enfance. Ouais. Des choses où on est tellement sûr que ça nous viendrait même pas à l'esprit d'aller googler ça ou d'aller vérifier. Parce que, enfin, la Terre tourne. C'est tellement une certitude que jamais je ne vais aller vérifier sur Google est-ce que la Terre tourne. Donc ça, c'est les erreurs les plus dures à détecter parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de notre ignorance. Et donc, quand on ignore ce qu'on ignore, c'est ça qu'on n'arrive pas à détecter. Mm-hmm. Et pour ça, j'ai pas de... Honnêtement, je sais pas comment on fait, à part avoir des relecteurs. Bah, c'est ça. Je pense que tu viens de le dire. À mon avis, c'est avoir des relecteurs. Mm-hmm. Pour les sujets... Comment dire ? À mon avis, pour les sujets où tu peux avoir ce genre de truc. Ah, mais il faut arriver à les détecter. Il faut arriver à détecter que ce sujet est porteur de ce genre de problématique. C'est vrai. En fait, dans l'idéal, il faudrait que ce soit systématique. Il y a des groupes, de peer reviewing sur Facebook et tout. Tu peux envoyer ton script et les gens te le relisent. Moi, j'aime pas faire ça parce que, en fait, c'est pour une raison très con. C'est que mes scripts, c'est mon boulot. Et je veux pas les diffuser à n'importe qui, en fait. Parce que ils ont une valeur, en fait, une valeur sentimentale déjà, pour commencer, et commerciale. Mm-hmm. Et aussi, je les utilise dans d'autres projets. Donc bon, voilà. Mais ce que je fais, c'est que je les file à des gens de confiance, des gens que je connais vraiment, des potes, etc. Ouais. Donc là, j'ai un réseau de relecteurs personnel, on va dire, de gens en qui je fais particulièrement confiance, et je sais que ça va pas se répandre comme ça. Pareil pour moi, je ne redonne jamais mes scripts, même dans des groupes de relecture dans lesquels je suis. Quand j'ai besoin d'une relecture, en fait, je vais mettre par bullet point. Je vais dire, est-ce que cette information-là est vraie ? Est-ce que cette information-là est vraie ? Est-ce que cette information-là est vraie ? Et parce que je veux pas Et puis, il y a aussi un problème dans la relecture, je trouve, c'est que le relecteur, et c'est pas un reproche, je veux dire, c'est naturel de faire ça, va aussi s'intéresser à la forme en plus de s'intéresser au fond. Ouais. Quand tu demandes une relecture uniquement sur le fond, c'est plus facile. Ça arrive jamais d'avoir que ça. Donc moi, je choisis de faire des bullet points et de demander spécifiquement pour ça. Après, il y a aussi le fait que quand je vulgarise un truc, j'essaie de recouper mes sources. Ouais. Alors le nombre de fois où je recoupe mes sources, c'est très différent d'un sujet à l'autre. Il y a des sujets où je suis à peu près sûre et donc je vais vérifier une source que je considère comme fiable et ça va me suffire. Il y a des sujets où je suis pas sûre et où je vois que Internet est pas trop sûr non plus. Là, ça va m'en prendre vraiment beaucoup avant d'écrire vraiment quelque chose. Et puis souvent, je vais rajouter de la nuance dedans parce que j'ai pas exactement trouvé ça. Donc je vais venir rajouter de la nuance, ce qui parfois dilue aussi un petit peu le message, mais au moins qu'il le rend moins faux. Si jamais c'était faux, ça le rend moins faux, quoi. Mm-hmm. Donc c'est d'essayer de repérer en coupant tes sources qu'est-ce qui est vraiment vrai. Ouais. Et des fois, juste entre deux et le, il y a une différence de sens. Mm-hmm. Comme j'ai pas d'exemple en tête. Ouais, mais ça spécifie vraiment une chose, tandis que deux, ça spécifie une catégorie. Et l'un peut être juste et l'autre faux. Donc, juste dans le choix des mots aussi, il y a la gestion de l'erreur qui se fait aussi, quoi. Est-ce que toi, tu as d'autres méthodes pour éviter l'erreur à part des relecteurs ? Non, je suis plutôt parfait, en fait, comme personne. Donc, de base, en fait, j'aurais même pas besoin de relecture. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais ça juste pour faire plaisir aux relecteurs. Ouais, c'est pour leur donner une sorte d'importance à ces humbles mortels. Non, en vrai, je fais de la relecture, j'utilise masse de sources et je suis un petit peu psychopathe quand il s'agit d'être sûr de ce que je vais raconter. Mais après, ça veut pas dire, tu vois, par exemple, il y a des mots comme la dérive des continents qui traversent les scripts, hein, ça arrive. Moi, encore une fois, tu vois, je pense que c'est bien de dédier une certaine activité à éviter l'erreur. Mais encore une fois, je pense que c'est encore plus important de réagir correctement. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas forcément
Enfin, c'est bien d'essayer d'atteindre le 0% d'erreur, mais c'est pas grave si t'en as un peu, en fait. Tu vois, c'est ça. Moi, je veux surtout pas que de ce podcast ressorte l'idée qu'il faut absolument ne jamais faire d'erreur. Chill, tu vois. De toute façon, t'as peu de temps pour faire des vidéos, parce que c'est une activité qui prend déjà tellement de temps qu'il faut vivre à côté. C'est normal de ne pas pouvoir passer 20 heures à relire et relire les sources pour croiser chaque article scientifique, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une opinion divergente. Tu vois, c'est pas... Et puis c'est même pas ça la vulgarisation, vraiment, c'est pas ça par essence en fait. Donc voilà, faut juste, tu vois, par exemple, proposer les sources. Pour moi, c'est un truc cool, c'est que les sources, en fait, pour moi, c'est pas... je pense que pour beaucoup de gens, mettre les sources, c'est une sorte de patte blanche, genre j'ai fait mon travail. Pour moi, en fait, je conçois pas les sources comme ça. Pour moi, les sources, c'est j'offre les gens les moyens de retracer mon chemin de pensée pour pouvoir me critiquer derrière s'il y a besoin. Par exemple, que je mets ma source, académique machin truc, de ce papier-là, que j'ai utilisé pour défendre cet argument-là, et que le mec puisse dire « Ah, mais c'est pour ça !» Non, mais en fait, t'as juste mal compris. C'est juste, en fait, ce papier-là est super critiqué, c'est vraiment pas une bonne idée de le prendre. Et il y a quelqu'un qui m'a fait ça une fois. Quelqu'un qui, dans la vidéo sur les consanguins, donc, en gros, j'expliquais que dans l'épisode de l'Islande, dans l'épisode de la consanguinité, où je dis mariez-vous entre cousins, je parle d'une étude qui a été faite en Islande, où je dis, dans cette étude, ils ont montré que les gens qui avaient eu des enfants avec leurs cousins, au premier degré, au second degré, je crois, donc leurs cousins issus de germain, si je ne me trompe pas, ces gens-là ont eu plus d'enfants que les autres. Donc, entre guillemets, il y a eu de la sélection pour en fait, les gens consanguins s'en sortent mieux évolutivement que les gens qui ne sont pas consanguins. Et donc, c'est un article qui est tout à fait valide, et tout ça. Et le truc, c'est que, bon, il y a aussi des articles, enfin, je savais déjà à l'époque, au moment où je faisais l'épisode, qu'il avait été commenté. Il y avait une autre étude qui avait confirmé le même truc, enfin, la même tendance au Danemark. Et puis, il y avait une étude qui l'avait pas mal critiqué. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait un article de blog en disant, bah voilà, il a cité cet article. C'est un super article de blog d'ailleurs, c'est très cool. Il disait, bah voilà, les limites de ce qu'il dit en fait, parce que il y a... Donc ça c'est vrai, mais pour l'instant il nous manque telle info pour pouvoir dire ça à l'échelle de l'humanité. Et c'est vrai que dans l'épisode, j'avais pas mis assez de pincettes quoi. Ça aurait été, je pense, bien que je mette plus de distance avec ce que je raconte et que je rajoute une ou deux phrases de critique, d'autocritique, tu vois, des trucs que je fais plus maintenant parce que j'ai plus ces réflexes. Mais en donnant les sources, et ben la personne avait pu voir mon chemin de pensée, il avait pu voir l'argument, il avait pu offrir d'arguments au contraire. Donc je pense que c'est à ça que servent les sources, en tout cas à mon point de vue, c'est offrir aux gens le moyen de te critiquer constructivement. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les sources, faut absolument que ça y soit. C'est aussi, je trouve que ça dit beaucoup de la façon dont la personne travaille. C'est-à-dire que si tu mets juste des articles de journaux, genre, je sais pas moi, Le Monde, 20 minutes, Le Point, tout ça, c'est un type de vulgarisation. Et si tu mets Le Monde, tel article scientifique, t'es dans un autre type de vulgarisation. Et donc je pense que les sources que tu choisis, mais ça il faut être un peu connaisseur honnêtement, hein, je pense pas que le grand public soit très très formé à ça. Et donc pour moi le type de source ça me renseigne aussi sur le type de vulgarisation qui est en train d'être fait. Mais sinon ça me fait penser de t'entendre que il y a aussi le fait que moi j'interviewe beaucoup de chercheurs, surtout en ce moment, et souvent je remets pas en cause ce qu'ils vont dire. Pour moi c'est la voix de la raison, mais c'est des êtres faillibles comme nous, et des fois ils me donnent des infos. Il y avait un ordre de grandeur qui était différent là. Ouais. Et donc ce qui est difficile aussi, c'est de se rendre compte que les experts à qui on parle, ou les relecteurs même, sont aussi des êtres faillibles, et que eux aussi vont laisser passer des erreurs, sciemment ou pas sciemment. Et donc il faut arriver à corriger aussi même les experts à qui on parle. Et pourquoi je dis sciemment ou pas sciemment, je pense à un exemple qui m'est pas arrivé, hein, mais c'est un truc assez courant. Par exemple en physique, on peut parler soit de force centrifuge ou d'effet centrifuge. Puis tu vas avoir un courant de pensée en physique qui va dire « Ah, moi, je suis complètement d'accord avec le fait d'appeler ça la force centrifuge. » Puis un autre courant de pensée, c'est un petit peu exagéré de dire ça, de dire « Non, la force, il faut pas appeler ça une force, c'est pas une force, il faut appeler ça l'effet centrifuge. » Et moi, je me retrouve dans cette catégorie-là de effet centrifuge. Donc dès que je vois quelqu'un qui parle de force centrifuge, j'ai l'impression que c'est faux. Donc pour moi, c'est faux. Mais
c'est pas faux, mais c'est un peu faux. Et donc, il y a toute une... Donc, un relecteur, si moi j'écris force centrifuge, il va pas forcément me le corriger, alors que j'aurais voulu qu'il me le corrige, tu vois. Donc, c'est ça. L'erreur, c'est flou. C'est quand même assez flou parfois. Ouais, carrément. Après, il y a juste le fait de faire des erreurs sciemment et de propager de la bullshit. Ça, c'est une autre chose. Et il y a même des vidéos de débunkage qui sont là pour dire « Ok, cette vidéo-là, c'était de la bullshit, ou voici pourquoi. » Mais ça, c'est une autre chose. Là, nous, toute l'erreur dont on parlait, c'est de l'erreur qui est pas faite de façon volontaire et pour nuire. Donc, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on nous demandait aussi, c'est quoi l'intérêt des vidéos de débunkage et est-ce que nous, on en ferait par rapport à ça, moi, pour le débunkage de la bullshit, moi, j'en ai fait 2 ou 3 des vidéos de débunkage et je pense que j'en ferai plus parce que je pense qu'il faut que ça existe. Je pense que c'est important que ça existe sur YouTube. C'est juste que moi, je pense que ça me correspond pas parce que ça me met en opposition avec quelqu'un. Ça fait aussi de la polarisation auprès des gens. Et moi, c'est pas ça que ça me plaît pas, la polarisation. J'ai pas envie d'inspirer ça. Donc, je pense que des vidéos de débunkage, personnellement, j'en ferai plus, mais juste parce que ça me correspond pas parce que c'est pas utile. Ouais, je comprends. Ouais, j'ai pas non plus trop d'affinité avec le débunkage. Enfin, je pourrais le faire, enfin, comme tu vois, j'ai une opinion forte sur plein de trucs, donc j'ai un peu cette tendance où j'ai envie de râler sur des trucs, mais je préfère le faire en privé et pas rentrer frontalement dans la tête des gens. Quand je le fais, c'est vraiment que je prends pas 5 secondes pour me poser et me dire non, chill. Tu vois, parce que je pense effectivement que si tu veux débunker ou corriger les erreurs des gens, ça demande vraiment une diplomatie extrême. Et je pense que de toute façon, les erreurs se corrigent correctement que quand ça vient de la personne elle-même. Ça, c'est le truc. Voilà, donc je pense que. Mais c'est un intérêt quand même parce que au moins ces vidéos existent pour rappeler que au grand public qui va commencer à chercher des infos, tu sais, sur le truc des pyramides là. Bah tu vois l'épisode sur les pyramides. Puis après tu vois, je pense c'est à Tronchambier qui avait fait toute une série là-dessus où ils ont débunké ça. Tu te dis ah ok, peut-être que tout ce que j'ai vu c'est pas. Donc il faut que ça existe. À mon avis ça doit exister. Complètement. Ouais. Mais c'est juste pas moi. Ok. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, là? Bah ouais, c'est pas mal, je pense. Je pense, hein. On a fait... on est passé au travers de tous les points qu'on avait prévus. Donc, la conclusion, c'est il vaut mieux pas faire d'erreur, mais si on en fait, c'est peut-être pas la fin du monde. Ouais. Et puis, il y a toujours moyen de corriger un minimum, soit en mettant en description, un top commentaire, un fiche, ou même faire une vidéo réponse, et puis dans le pire des cas, de take down la vidéo. J'ai très hâte du jour où sur YouTube on pourra modifier des portions de vidéo, tu vois, genre entre tel frame et tel frame, tu vires tout et tu remplaces par ça. Et même les gens pourront peut-être voir, comme aujourd'hui sur Facebook, tu sais, tu peux voir les différentes versions d'un post quand quelqu'un édite le post. Peut-être qu'ils pourront voir les différentes versions, ils pourront voir là où est l'erreur, et là ça serait parfait, tu vois, parce que tu peux montrer là je me suis planté, c'est pour ça, tac. Ou même ajouter du texte, là, les annotations qu'ils ont fait disparaître en 2016, là, pour nous, c'est une aberration. Je comprends pourquoi ils l'ont enlevé, mais pour nous, on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ça. Carrément. Et ça pourrait être des annotations un peu moins moches que ce que c'était, avec quelque chose de plus simple, quoi. En tout cas. Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Prochain épisode, normalement... sur pourquoi se lancer sur YouTube. Faut-il se lancer d'ici là, faut-il se lancer sur YouTube? Pardon. Faut-il se lancer sur YouTube? Bonne question. Eh ben, réponse dans 2 semaines. Bye. À toutes.